Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on écoute l'item 265 sur les lithiases urinaires. Ok, bonjour à tous et à toutes. Comme l'a si bien dit Emma, aujourd'hui nous allons voir les lithiases urinaires. Alors je choisis de faire cet épisode aujourd'hui parce que lors de ma dernière garde, j'ai eu un petit cas qui m'a un petit pas spécialement posé problème aux urgences, mais bon, ça fera un bon petit rappel qui ne sera pas de trop. Voilà, notamment concernant les examens complémentaires, le traitement, est-ce qu'il y a une indication chirurgicale ou pas? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Allez, comme d'habitude, voilà, les bons comptes font les bons amis. On commence par la définition de la lithiase ou du calcul urinaire, voilà. Donc la lithiase, c'est une maladie dont la conséquence est la formation de calculs dans la voie urinaire excrétrice. Ces calculs sont composés de cristaux et d'une matrice extracellulaire et ils se manifestent lors d'une obstruction rénale ou de pyélonéphrite principalement. La majorité des calculs urinaires se forment dans les reins. Les calculs de vessie sont plus rares et sont la conséquence d'une stase des urines dans la vessie, le plus souvent secondaire à un obstacle, notamment dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et ça, c'est un épisode qu'on fera un peu plus tard. Voilà. C'est l'item 127. Alors, l'épidémiologie de la lithiase urinaire. Donc, l'incidence des lithiases urinaires est variable selon les pays car elle dépend de facteurs géographiques, climatiques, ethniques, diététiques et génétiques. Voilà, tout ce qui finit par ic. La prévalence des lithiases varie de 1% à 20% dans le monde. En France, la prévalence est estimée à près de 10%, donc on est dans la moyenne. Le sexe ratio est de 2 hommes pour une femme. Là, ça tombe bien dans mon cas, le patient était un homme, donc pour l'instant, il respecte l'épidémiologie. Alors, on va voir un petit tableau maintenant avec la fréquence des différents types de calculs. Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas? Bon, je vais juste vous les citer et je vais pas rentrer dans les détails de toutes les caractéristiques des différents calculs parce que c'est des noms, voilà, qui nous ramènent à l'SVT de la terminale du bac là, avec les noms cristallins, de voilà, l'hydroxyapatite, la védélite, la struvite et cetera. Voilà, peut-être qu'il faut le savoir pour le CN, mais franchement, bon, c'est un peu relou, je trouve. Donc, on a des cristaux, enfin des calculs déjà de phosphate de calcium, des calculs d'oxalate de calcium, de phosphate ammoniaco-magnésien, donc ammoniac et magnésium, des calculs de cystine et des calculs d'acide urique. Au niveau de la prévalence de ces calculs, donc déjà, il y a 50% des calculs, même en fait 72% des calculs qui sont des calculs d'oxalate de calcium et 50% de tous les calculs que l'on peut retrouver sont, heu, de vévélite, de wévélite. Je ne sais pas trop comment on le prononce, mais voilà, c'est de l'oxalate de calcium et 22 sont de védélite. Donc il y a wévélite et védélite. Voilà, et à eux 2, ils représentent 72 de tous les calculs. En suivant viennent les calculs de phosphate de calcium, qui ont un aspect macroscopique crayeux, voilà, un petit peu comme de la craie. Et ensuite, les calculs d'acide urique. Et donc là, ce sont des calculs qui sont jaune lisse. Voilà. Et ensuite, on a la cystine, là, c'est que 3 de tous les calculs et phosphate ammoniaco-magnésien, donc là, c'est qu'1 c'est qu'1 et ce sont des calculs qui sont jaunes également. Donc la plupart, ils sont tous jaunes en fait, sauf le phosphate de calcium où ils sont crayeux. Voilà, comme on peut se l'imaginer avec, le calcium, d'une couleur blanche du coup. Allez, quels sont les principaux facteurs lithogènes, donc qui vont entraîner la formation de calculs? Il y a premièrement les facteurs alimentaires. Donc tout ce qui est produits laitiers, protéines animales, le sel notamment, le NaCl qui va favoriser l'hypercalciurie, les aliments riches en oxalate
Donc, le chocolat, les fruits secs, les épinards, l'oseille, la rhubarbe et le thé. Ça va voilà, c'est riche en oxalates et ça peut favoriser, l'apparition de calculs. Les aliments riches en purine, donc là, la charcuterie et les abats. Les sucres rapides également, le glucose et le fructose. La diminution de la consommation de fibres alimentaires et une diurèse insuffisante par insuffisance du coup des apports liquidiens. Voilà, tout ça, ce sont des facteurs qui vont, favoriser la création de calculs. Il y a ensuite les facteurs familiaux. Donc là, on retrouve les antécédents urinaires dans 40 des cas, ce qui est très élevé. Et il y a une maladie génétique qui s'appelle la cystinurie et ça, c'est la maladie génétique la plus fréquente. Voilà. Ensuite, il y a les infections urinaires qui vont être, vectrices de création de calculs. Donc là, ça va être, des infections à germes uréasiques. Ah pardon. Donc des infections, je disais à germes uréasiques, avec Pseudomonas, Klebsiella et Proteus mirabilis notamment. Voilà et ensuite, il y a les anomalies anatomiques, donc qui vont générer une stase urinaire. Donc là, ça va être le syndrome de la jonction pyélo-urétérale, un diverticule caliciel, un rein en fer à cheval. Voilà, toutes ces anomalies anatomiques qui peuvent, générer une stase urinaire. Et enfin, donc il y a les calculs médicamenteux qui représentent qu'1 des calculs. Donc là, il y a 2 molécules notamment qui vont créer ces calculs. C'est l'indinavir, voilà donc un antiviral et le Diamox. Voilà et ça fait des calculs qui sont radiotransparents et de très faible densité au scanner. Mais c'est relativement rare puisque c'est qu'1 des calculs. Voilà. Allez, maintenant, on va voir la définition de la colique néphrétique. Donc, la colique néphrétique, c'est un syndrome douloureux lombo-abdominal qui va résulter de la mise en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urinaire en amont d'une obstruction, quelle qu'en soit la cause. Il s'agit donc d'une lombalgie qui est homolatérale à l'obstruction et qui va irradier le long du flanc vers les organes génitaux externes. Voilà. Il y a quelques facteurs favorisants de colique néphrétique, donc c'est l'ensemble en fait des facteurs favorisants, la migration d'un calcul rénal dans l'urétère. Donc ça va être un voyage, la chaleur, la déshydratation, l'activité physique également et des écarts de régime. Voilà. Alors, quels sont les aspects cliniques de la colique néphrétique simple? Donc là, la colique néphrétique, elle est dite simple lorsqu'elle survient sans fièvre ni frisson, sans insuffisance rénale biologique ni oligoanurie et qu'elle cède avec un traitement antalgique par AINS. Voilà. Donc là, dans le cas de mon patient, par exemple, il n'avait pas de fièvre ni de frisson. Par contre, sur le bilan biologique, il avait une grosse insuffisance rénale. Il avait que 41 ans et pourtant il avait, je crois de mémoire, 197 de créate, ce qui lui faisait un DFG à un peu moins de 50 millilitres par kilo. Donc c'était, il était insuffisant rénal du coup avec ce rein. Et la douleur, elle n'était pas totalement soulagée par le kétoprophène, donc on avait dû lui mettre, de l'Acupan, voilà, un palier 2. Allez maintenant, les aspects cliniques de la colique néphrétique, compliqués cette fois-ci. Donc, si on est en présence d'une colique néphrétique fébrile, eh bien, on va penser à une pyélonéphrite aiguë obstructive et donc c'est, voilà, ça peut être, une situation qui est grave. Donc on a la plupart du temps une fièvre supérieure à 38,5 degrés Celsius avec des frissons, des marbrures cutanées, une instabilité hémodynamique et une bandelette urinaire positive. Voilà. Heu, Ensuite, on peut être dans le cadre d'une colique néphrétique où on a une insuffisance rénale aiguë. Donc là, c'est dans les cas c'est chez les patients, par exemple, qui ont un rein unique, voilà, qui soit fonctionnel, congénital ou acquis. Voilà, ou il peut y avoir aussi des calculs bilatéraux qui expliquent une insuffisance rénale aiguë et donc on pourrait avoir une oligoanurie, voilà, qui est définie par, l'émission de moins de 500 millilitres d'urine sur 24 heures.
Voilà et ensuite, il y a la colique néphrétique hyperalgique, c'est un autre, type de colique néphrétique compliquée et donc là, ça va être la colique néphrétique qui résiste à l'administration, d'AINS et de morphinique. Voilà. OK, OK. Donc là, on a un petit tableau des aspects cliniques de la colique néphrétique compliquée. Donc par exemple, chez la femme enceinte, la colique néphrétique va nécessiter une hospitalisation en milieu obstétrical. Le risque, c'est l'accouchement prématuré qui peut survenir dans 40 à 70 des cas. Voilà, ce qui est compliqué également, c'est la gestion de la douleur parce que les INS sont contre-indiqués au troisième trimestre, donc à partir de la 24e semaine d'aménorrhée. On va donc, soulager avec du paracétamol ou d'emblée, de la morphine si le VA est très élevé. L'imagerie, du coup, on va pouvoir faire une échographie, ou une IRM non injectée, au premier trimestre, mais c'est difficile en pratique en urgence. On a souvent plus accès, au scanner, donc là, on peut faire un TDM, low dose avec une dose faible, du coup inférieure à 4 millisieverts au deuxième et troisième trimestre. Voilà. On va faire du coup en première intention une surveillance. Voilà. Une dérivation des urines rénales si on a une douleur, une prééclampsie, une fièvre, une insuffisance rénale. Voilà. Hem, il n'y a pas de recommandation pour mettre une sonde ou une néphrostomie. Voilà, mais si on est obligé d'en mettre une, eh bien, on devra la changer toutes les 4 à 6 semaines. Voilà. Allez, maintenant les autres aspects cliniques des calculs urinaires. Donc, il y a d'autres symptômes du coup, qui peuvent être associés, heu, autres que la colique néphrétique du coup. Ce sera par exemple, une hématurie qui se fera plutôt à l'effort. Elle peut être macroscopique, donc visible à l'œil nu ou microscopique et donc là on ne les verra que sur la bandelette urinaire. Il peut y avoir des infections urinaires, associées, donc là ça serait dans le cadre de pyélonéphrite notamment. On peut avoir une insuffisance rénale, donc là dans le cadre d'une obstruction chronique et des calculs coralliformes qui vont mouler, les calices en fait, voilà, qui vont avoir cette forme du coup de corail. Ou après, on peut avoir aussi, une absence de symptômes et donc, des calculs asymptomatiques de découverte fortuite lors d'une imagerie. Alors, maintenant, on va voir l'indication des examens d'imagerie devant la lithiase urinaire. Donc, en urgence, les examens d'imagerie sont indiqués pour affirmer le diagnostic de colique néphrétique. Donc, on le fait dans les 24 heures si c'est une colique néphrétique non compliquée. Par contre, on va le faire en urgence si la colique néphrétique a des signes de complications. On va, du coup, utiliser les examens d'imagerie pour évaluer la gravité. Par exemple, si on a un rein unique ou, un urinome. Voilà, donc ça, eh bien, ça va être une sorte de tumeur d'urine, donc, un gonflement, eh bien, des voies excrétrices, liées à un blocage. Et à distance, enfin, les examens d'imagerie, ils pourront confirmer l'expulsion ou pas du calcul. Donc là, pour faire le suivi à distance, on va coupler l'échographie réno-vésicale et la radio, en ASP, quoi, une radio ASP, abdomen sans préparation et donc là, ça sera uniquement pour la colique néphrétique simple ou le suivi des calculs et idéalement, sinon, on fera un scanner abdominopelvien à faible dose, sans injection de produits de contraste. Voilà et ça, toujours pareil, on le fait dans les 24 heures pour une colique néphrétique simple et en urgence en cas de colique néphrétique compliquée. En urgence, le scanner peut être injecté en cas de doute diagnostique sur les coupes sans injection. Donc si on n'a pas d'obstacle, si on a une absence de dilatation, voilà, et on peut l'utiliser, ce scanner injecté, pour éliminer un diagnostic différentiel. Donc par exemple l'infarctus splénique, la cholécystite, la pancréatite et l'appendicite rétrocécale. Voilà, ça c'est des pathologies, qui peuvent mimer un petit peu les douleurs de la colique néphrétique. Hors contexte d'urgence ensuite, donc l'imagerie sera indiquée pour déterminer les dimensions,
le nombre de calculs, leur localisation, la densité pour en déduire la composition et la probabilité d'expulsion spontanée et du coup pouvoir décider de la technique de traitement la plus adaptée. Donc là, on peut faire un neuroscanner qui est indiqué dans ce contexte. Voilà. Le couple ASP-échographie peut être indiqué dans les 24 à 48 heures après une colique néphrétique simple ou pour le suivi d'un calcul. L'échographie urinaire seule peut avoir un intérêt dans la surveillance des calculs qui ne sont pas radio-opaques. Les calculs d'acide urique et les calculs médicamenteux ne sont pas vus à l'ASP parce qu'ils sont radiotransparents. Et tous les calculs par contre sont vus en TDM, sauf les calculs médicamenteux qui sont vraiment très peu denses. Voilà. Alors, donc là, c'est les examens d'imagerie. Maintenant, les examens biologiques à réaliser en urgence devant une colique néphrétique. Donc, ils ont pour objectif, ces examens biologiques, d'identifier les formes graves ou compliquées de colique néphrétique. Donc, on va faire la bandelette urinaire, l'examen cytobactériologique des urines, le CBU, des hémocultures si on a une suspicion de colique néphrétique fébrile et le dosage de la créatinine sérique. Voilà. Donc là, par exemple, hier soir, aux urgences, on a fait la bandelette urinaire au patient. On n'a pas envoyé le CBU parce que, la bandelette urinaire était négative, hormis un tout petit peu de sang, voilà, qui apparaissait comme faible sur la BU. Le patient n'avait pas de fièvre, donc on n'a pas fait d'hémoculture et par contre, on a fait le dosage de la créatinine sérique. Voilà, sachant que le CBU, il met, environ 3 jours à être interprété, donc voilà, dans le cadre des urgences, ça nous est pas d'une grande aide, donc voilà, c'est juste le patient, on va lui communiquer les résultats une fois qu'ils sortent 3 jours après. Pour par exemple, adapter l'antibiothérapie ou voilà, ou quoi que ce soit. Alors, pour faire le diagnostic étiologique de la lithiase urinaire, il y aura plusieurs examens et du coup à réaliser. Donc là, on va les voir un petit peu. Donc, le bilan métabolique de première intention, qui est recommandé par le comité de lithiase de l'Association française d'urologie, voilà. Ça inclut une analyse morphologique et infrarouge du calcul ou des fragments pour déterminer la composition moléculaire et cristalline du calcul. Le bilan métabolique pourra se faire sur un échantillon d'urine fraîche du matin. Voilà, une cristallurie, un pH, une densité et la BU. Voilà, ça pourrait être, faire partie du bilan métabolique. Ensuite, on peut analyser les urines sur les 24 heures, donc avec le volume total, la créate, le calcium, le sodium, l'urée et les urates. Voilà, donc acide urique. Et sur l'analyse sanguine, on pourra doser également la créatinine, la calcémie, la glycémie à jeun et l'uricémie. Voilà pour le bilan métabolique qui est recommandé en première intention. Du coup, quelles sont les principales anomalies métaboliques qui sont associées à des lithiases calciques? Donc, on a plusieurs cas. Ça peut être une anomalie métabolique, liée, à une hyperparathyroïdie, voilà, des hypercalciuries, une hyperoxalurie, voilà, donc des oxalates, élevés dans l'urine, une acidose tubulaire rénale, une néphrocalcinose et des granulomatoses. Voilà, ça c'est des pathologies qui peuvent être associées à des lithiases calciques. Donc, on vient maintenant à la prise en charge de la lithiase urinaire. Alors, donc là, ça dépendra si on a un calcul qui est présent dans l'ureter ou un calcul qui est présent dans le rein. Donc, c'est un petit tableau, je vais essayer de le lire, que ça soit assez, clair à comprendre. Donc, dans un calcul de l'ureter, on aura juste des indications d'observation ou de thérapie uniquement médicale expulsive. Donc, on va laisser le calcul voilà, être, expulsé naturellement juste avec un petit traitement médicamenteux, voilà, sans passer par la chirurgie.
Donc là, c'est quand il y a une probabilité élevée, d'élimination spontanée. Donc, c'est un calcul qui est situé au niveau pelvien et qui fait moins de 10 millimètres. Donc là, par exemple, je reprends le cas de mon patient. Lui, c'était un calcul pelvien, il faisait 8 millimètres, donc on était dans une probabilité élevée d'élimination spontanée. C'est pour ça qu'il n'avait pas d'indication chirurgicale. Il faut que la douleur soit calmée par des antalgiques standards, donc paracétamol et AINS. Il faut qu'il y ait une absence de signes infectieux, donc de pyélonéphrite obstructive, une absence d'insuffisance rénale et une absence d'obstruction chronique. Donc il faut que ça fasse moins de 4 à 6 semaines. Et donc si on a tous ces critères-là avec un calcul de l'ureter, eh bien, on fera uniquement une observation ou une thérapie médicale expulsive. Voilà. Dans le cas du calcul du rein, donc on va faire uniquement une observation et une thérapie médicale expulsive si on a une probabilité élevée d'élimination spontanée. Donc là, pareil, ça sera un calcul petit, donc elle fera 10 millimètres. Et après, c'est tous les mêmes critères que le calcul de l'ureter. Donc, absence de signes infectieux, douleur calmée par les antalgiques standards, absence d'insuffisance rénale et absence d'obstruction chronique. 4 à 6 semaines, pareil. Voilà pour, juste voilà, la thérapie médicale de base et l'observation. Ensuite, donc là, on aura les critères qui vont orienter plutôt vers des indications de dérivation en urgence. Donc avec une sonde de double J, voire une néphrostomie. Donc pour le calcul de l'ureter, ça sera si on a une présence de fièvre. Dans ce cas-là, on mettra une biantibiothérapie probabiliste avec des C3G plus des aminosides ou de l'imipenem plus des aminosides si on a des facteurs de risque de bactéries multirésistantes. Voilà. Si le patient est hyperalgique, on pourra également, ce sera une indication de dérivation en urgence. Donc là, il faut, pour décrire, une hyperalgie, c'est plus de 3 doses d'AINS ou un échec de la morphine titrée. Voilà, donc on n'a plus de solution, médicamenteuse pour soulager la douleur. Et enfin, une insuffisance rénale aiguë dans le cadre d'un rein unique ou une colique néphrétique bilatérale, c'est également une indication de dérivation. Voilà. Et pour, les calculs du rein, eh bien, c'est exactement pareil. Donc je ne vais pas le dire, je vais pas le répéter. C'est les mêmes critères. Et enfin, les indications de traitement actif. Donc, pour les calculs de l'ureter, si le calcul se situe dans l'ureter proximal et qu'il fait moins de 10 millimètres, on va faire une urétéroscopie, une urétéroscopie ou une LEC. Voilà, sachant que la LEC, c'est, le traitement associé à la morbidité et au taux de complications les plus faibles. Voilà. Si ça fait plus de 10 millimètres, donc là, on fera premièrement l'urétéroscopie. Voilà, donc ça, c'est le traitement associé au taux le plus élevé, d'extrait sans fragment. Voilà et ça se fait en une seule intervention, donc ça, c'est plus simple. Et en deuxième intention, on fera la LEC, donc la lithotripsie extracorporelle, qui a le moins de taux de complications. Si c'est de l'ureter distal, bien ce sera pareil, donc moins de 10 millimètres, soit l'un soit l'autre, urétéroscopie ou lithotripsie. Par contre, si ça fait plus de 10 millimètres dans l'ureter distal, on fera en première intention l'urétéroscopie, en deuxième intention, la LEC. Voilà. Heu et pour les calculs rénaux, donc là, on a des cut-off un peu plus élevés. Donc là, ça va être, par rapport au calcul de 15 millimètres. Si on a un calcul qui fait moins de 15 millimètres, on fera l'ALEC ou l'urétéroscopie souple. Voilà. Si par contre il fait plus de 15 millimètres, on fera en premier une NLPC.
Donc la NLPC, ça veut dire quoi ça? C'est quoi? C'est la néphrecto non, c'est quoi? Je vais pas dire de conneries. Alors, c'est la néphrolithotomie percutanée. Voilà le terme exact. Néphrolithotomie percutanée. Donc, grosso modo, eh bien, on va ouvrir, on va à travers la peau aller dans le rein pour, détruire le calcul directement dans le rein. Donc s'il fait plus de 15 millimètres, on fera en premier la NLPC, en deuxième intention l'urétéroscopie. Si par contre le calcul se trouve dans le calice et qu'il fait entre 10 et 15, pareil, donc LEC ou urétéroscopie, soit l'un soit l'autre. Si par contre c'est dans le calice inférieur et qu'il fait moins de 10 millimètres, on fera une surveillance simple. Voilà, pas besoin d'agir là-dessus. OK, donc pour résumer, si le calcul est petit, on peut soit faire la LEC, soit l'urétéroscopie si c'est au niveau de l'urétère. Voilà, si le calcul est gros, on préférera l'urétéroscopie que la LEC, mais on peut quand même la faire. Dans le rein, s'il est petit, eh bien, moins de 15 millimètres, on fait LEC ou urétéroscopie. S'il est gros, on privilégie la néphrolithotomie percutanée. Voilà. Allez, pour, la lithotripsie extracorporelle, du coup, elle est contre-indiquée en cas de trouble congénital ou acquis de l'hémostase et de la coagulation. Donc, voilà, soit c'est congénital, soit c'est, le patient traité par antiagrégant ou anticoagulant, par exemple. Dans la grossesse, c'est contre-indiqué également. Si on a une infection urinaire non traitée, si on a un obstacle en aval du calcul, on va pas faire la lithotripsie non plus. Donc, voilà, une hypertrophie, de la prostate, par exemple, et cetera. Un anévrisme de l'artère, rénale ou de l'aorte, on ne fera pas non plus la lithotripsie. Voilà. Et il faut savoir que, lorsqu'on a des calculs de densité très élevés, et de l'obésité, ça va diminuer l'efficacité du traitement par, LEC du coup. On peut avoir ensuite des complications de la LEC, donc là, ça va être la douleur de colique néphrétique qui sera un petit peu, augmentée. On peut avoir une hématurie, un hématome rénal ou un hématome rétropéritonéal dans les suites et on peut aussi avoir une infection urinaire qui va se développer, voilà, dans les suites de la lithotripsie. Donc ça, c'était pour la LEC et pour l'urétéroscopie, donc là, les contre-indications, ça va être l'infection urinaire non traitée, pareil que pour la LEC finalement et les complications. Donc ça, c'est la seule contre-indication et ensuite, il peut y avoir des complications par contre de l'urétéroscopie. Donc là, ce sera aussi l'hématurie, ça peut être les douleurs de colique néphrétique par caillotage urétéral. Donc voilà, ça peut majorer la douleur. On peut avoir une sténose urétérale, un traumatisme urétéral, une avulsion de l'urétère, un hématome sous-capsulaire du rein et enfin, on peut avoir un développement, d'une infection urinaire et d'un sepsis sévère, voire dans le pire des cas, un choc septique. Voilà, voilà pour le chapitre sur les lithiases urinaires. J'espère que ça vous aura bien servi, fait un bon petit rappel. Voilà, c'est pas un chapitre très compliqué, mais il y a quelques trucs à savoir qui font quand même plaisir et qui font du bien, à rappeler. Voilà et je te souhaite une agréable journée à toi. Travaille bien, prends soin de toi et puis à la prochaine. Ciao, ciao.